Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar consacrée aux slashers. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un slasher? Eh bien nous allons lire ensemble la petite définition. Le slasher est un sous-genre cinématographique appartenant au genre générique du film d'horreur, mettant en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, généralement masqué, qui élimine méthodiquement un groupe de jeunes individus, souvent à l'arme blanche, et sa principale opposante est une jeune femme. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour expliquer ce qu'est un slasher, à part peut-être que slasher vient du verbe slash qui signifie entailler, taillader. Ce genre de film existe depuis les années 70 et continue encore aujourd'hui, avec des choses diverses et variées, plus ou moins gore, plus ou moins psychologiques. On considère que ce sous-genre a été inspiré entre guillemets par deux films, Le Voyeur de Michael Powell, mais surtout Psychose d'Alfred Hitchcock, deux films des années 60. Et les deux grandes règles du slasher, c'est effectivement que nous avons des adolescents qui se font massacrer avec en tête de ligne une femme, c'est toujours une héroïne. Et nous avons un tueur psychopathe qui porte souvent un masque, mais quelquefois il est tout simplement encapuchonné ou filmé de manière à ce qu'on ne le voit pas. En ce qui nous concerne, on va s'intéresser aux slashers avec du suspense, c'est-à-dire un tueur dont l'identité est inconnue, et de véritables scénarios policiers. La vidéo sera assez dense, alors je vais essayer d'aller un petit peu vite pour qu'on perde pas trop de temps, et nous commençons avec une première grande partie sur les sagas à connaître. Alors en l'occurrence il y en a trois: Scream, Urban Legend et Souviens-toi l'été dernier. Je tacle tout de suite par le gros morceau, la saga Scream, de Monsieur Wes Craven, qui malheureusement nous a quittés il y a peu. Et la production a annoncé que par conséquent la saga s'arrêterait au 4e film. Alors qu'à la base un 5e et même un 6e opus était prévu. C'est dommage, mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec. La saga comporte donc 4 films, sortis entre 1996 et 2011, et dont la vedette principale n'est autre que lui. Le tueur, plus précisément son costume, que tout le monde appelle Ghostface, face de fantôme. L'intérêt, c'est que bien que ce personnage entre guillemets revienne dans tous les films, en réalité il s'agit systématiquement de quelqu'un de différent, avec une nouvelle intrigue et une nouvelle identité sous le masque. Il tue ses victimes de manière diverses et variées, mais tout de même principalement avec le poignard qu'il a dans la main, qui est son arme de prédilection tout au long des différents films. Mais surtout, ce que j'adore, c'est qu'avant de les tuer, il prend la peine de leur passer un petit coup de fil, et de les terroriser, et notamment de jouer avec des conversations sur les films d'horreur. Un petit mot sur l'héroïne principale de ces films, Neve Campbell, dans le film Sidney Prescott, qui est systématiquement la cible du ou des tueurs dans chacun des films. Et à ses côtés, deux personnages, la journaliste Gail Weathers, et à la base le frère de sa meilleure amie, Dewey, qui est adjoint du shérif. A noter tout de suite que Gail Weathers est jouée par Courtney Cox, la Monica de Friends. On retrouve invariablement ce trio d'un film à l'autre qui évidemment vieillissent et évoluent. Peu importe, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Retenez simplement les éléments très importants. Les scénarios sont bien ficelés, avec parfois une bonne dizaine de suspects, ce qui fait qu'il est très difficile de s'y retrouver. Mais j'insiste surtout sur le côté parodique. L'intégralité des films Scream prennent la peine d'intégrer un peu d'humour, et notamment des références aux slasher movies, pour s'amuser à s'en moquer et expliquer en quoi le tueur actuel cherche à s'en inspirer. C'est limite si les personnages du film ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont dans un film par moment. On va se quitter avec un petit extrait du premier Scream que j'ai choisi parce que il s'agit d'une séquence où tous les suspects sont réunis ou alors évoqués. On se regarde ça et on enchaîne avec la saga suivante. Si t'étais suspecté d'avoir commis un double meurtre, tu viendrais parader devant le rayon des films gore? On a eu la preuve qu'il est innocent. Pourquoi ça te gêne de le voir là? T'es naïf ou quoi? Atterri, mec. Il a le regard d'un boucher assoiffé de sang. Oh, mais alors toi qui es si futé! Explique-nous un peu pourquoi les poulets l'ont lâché. Parce qu'ils y connaissent que dalle en film d'horreur. Billy est en train de nous faire un remake à sa façon. Le bal de l'horreur version Woodsboro. Ah ouais? Pourquoi il voudrait tuer la fille avec qui il est? L'assassin trouve toujours un bon prétexte pour refroidir sa fiancée. Et c'est ça la beauté du geste, la simplicité. Parce que quand ça devient trop compliqué, le public décroche. Tu sais ce que je pense? Je suis sûr que c'est le père de Sidney. Pourquoi les flics ont toujours pas mis la main dessus? Parce qu'il s'est fait buter comme les autres. Juste avant la fin du film, on trouvera son cadavre quelque part. Les yeux en dehors des orbites, les dents arrachées et tous les doigts coupés.
Quand je te dis que les flics ont toujours un train de retard, qu'ils regardent le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. Il y a une formule là-dedans. C'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Pour moi, le père est une diversion. C'est Billy. Et pourquoi ça serait pas toi? Hein? Salut, Billy. Peut-être qu'à force de te gaver de massacres à la télé, t'as eu envie de t'en payer un vrai. Tu as absolument raison. Au point que si on se trouvait dans un film d'horreur, je serais même le principal suspect. Tout juste. C'est parti, saga numéro 2, Urban Legend. Alors en l'occurrence, les 2 premiers films de la trilogie. Ne regardez pas le 3e. Je ne vais pas mettre trop de temps, je vous explique le principe. Le tueur encapuchonné, dont on ne voit pas le visage, assassine des gens en s'inspirant de diverses légendes urbaines. Les 2 films sont plutôt bons, au niveau suspect, mobile, scénario et dénouement. Tout particulièrement, je trouve le 2e, qui est porté par l'actrice principale, Jennifer Morrison. Dr Cameron dans Dr House, ou l'héroïne Emma de Once Upon a Time, pour ceux qui ne verraient pas de qui il s'agit. Je passe assez vite sur cette saga-là, mais voilà, les films, s'ils ne sont pas excellents, sont bons, et valent le détour. On enchaîne avec la 3e saga, Souviens-toi, l'été dernier. Alors, en l'occurrence, avec le premier film de cette saga, et le premier film uniquement. Je ne vous empêche pas d'aller voir la suite, les numéros 2 et 3, le 3 étant d'ailleurs déconnecté des 2 autres. Mais voilà, ce premier film suffit en ce qui me concerne. Nous avons notamment 2 bonnes actrices, Jennifer Love Hewitt et Sarah Michelle Gellar. Enfin, en tout cas, moi je les aime bien, après chacun son opinion. Alors, ce film nous raconte l'histoire de 4 amis qui, un soir, bourrés au volant de la voiture, percutent quelqu'un, débarrasse ensuite de son corps en le jetant dans la mer. Et le problème, c'est que l'année suivante, il semblerait que quelqu'un revienne pour se venger. Niveau suspect et fausse piste, c'est pas trop mal géré. Le film, évidemment, est un petit peu brouillon par certains aspects, certaines scènes ou certains dialogues, mais globalement, ça se tient bien. Et comme je l'ai dit, c'est un grand classique incontournable. Quant à notre tueur, il s'agit de lui. Un mystérieux individu dans un ciré de pêcheur et qui brandit un crochet. Ça peut paraître débile, mais en fait c'est plutôt novateur comparé aux autres slashers. Donc en l'occurrence, je vous ai mis un extrait, et bien ma foi qui correspond au début du film, après qu'il vienne de renverser la personne. On se le regarde, et ensuite on passera à notre 2e partie. Bordel. Qu'est-ce qu'on fait? Aide-moi. Merde, elle ralentit. C'est qui? C'est Max. Débarrassez-vous de lui. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Des ennuis mécaniques? C'est que... Barry a trop bu. On essaie d'éviter qu'il y ait du vomi plein sa voiture neuve. Ah, elle a plus l'air franchement neuve. Boire ou conduire, il faut choisir. C'est papa qui va être en pétard. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Vire-moi ce petit air supérieur de ta sale tronche. D'accord, Max. Ce sera fait. Allez, bonne nuit. Tu as presque tous les tics d'un vrai gosse de riche. À plus tard, Max. Ouais. Salut, Julie. Et nous attaquons maintenant la 2e partie de notre vidéo, une sélection de films. Alors, j'en ai mis 6. Je n'ai pas pu me résoudre à en mettre moins, et j'ai essayé de ne pas en mettre plus. Donc, vous les voyez tous ici s'afficher, hein, Black Christmas, Prom Night, Psychose 2, Sleepaway Camp, Mortel Saint-Valentin et Meurtre à la Saint-Valentin. J'ai choisi ces films tout simplement parce que ce sont des cultes suivant les cas en raison de leurs acteurs, de leur scénario, et surtout pour beaucoup d'entre eux de leur dénouement très inattendu. Je commence tout de suite avec Black Christmas. Alors, première chose déjà, il s'agit du père des slasher movies. C'est le premier slasher sorti au cinéma. Et on trouve déjà une héroïne qui se fait harceler au téléphone par le tueur avant qu'il ne passe à l'acte. Comme quoi Scream n'a absolument rien inventé du tout. Je ne vous raconte pas l'histoire, sachez simplement que ça se passe bien entendu un soir de Noël,
et que ce sont les étudiantes d'une sororité qui se font massacrer les unes après les autres par un mystérieux tueur. Alors, on ne retrouve pas les ingrédients du slasher classique. Il y a essentiellement des femmes et pas tellement de garçons. Le tueur n'est ni déguisé, ni masqué, ni rien du tout, il est simplement filmé de manière à ce qu'on ne le voit pas. On aperçoit seulement son ombre, ses cheveux, ses mains, et éventuellement son œil, assez flippant. Et il commet ses meurtres par strangulation ou en tuant ses victimes avec un sac en plastique pour les étouffer, et non à l'arme blanche comme on le voit habituellement dans les slasher movies. En 2 mots, ce film est un classique et une merveille. Voilà, je n'en dis pas plus, on enchaîne tout de suite avec Prom Night. En français, le bal de l'horreur. Traduit littéralement, en fait, c'est le bal de promo. L'histoire de ce film est très classique d'un slasher movie. On commence par un accident mortel qui coûte la vie à une petite fille à cause de 4 de ses camarades de classe qui jouaient tous ensemble dans une usine désaffectée, pas un endroit très recommandé pour des enfants. Des années plus tard, alors qu'ils ont tous grandi, et lors de la fameuse soirée du bal de promo, un mystérieux tueur, qui est tout simplement encagoulé et qui porte des gants pour ne pas laisser d'empreintes, va se mettre à assassiner les 4 responsables les uns après les autres. A noter la présence de l'excellente Jamie Lee Curtis, qui était déjà l'héroïne de Halloween et du Train de la Terreur. On va tout de suite passer au film suivant, et alors là, attention, on arrive sur du très très lourd, Psychose 2. Ce film est génial. Je me suis autorisé à le mettre parce qu'il est dans la liste officielle des slasher movies, mais en l'occurrence on se rapproche quand même un peu plus d'un thriller psychologique. Même si quelques meurtres sont commis, il y en a très peu, et ça ne prend qu'un tout petit pourcentage de ce film. Nous avons donc à l'écran l'excellent Anthony Perkins, qui reprend son rôle de Norman Bates. Il sort de l'asile, guéri, après un peu plus de 20 ans d'emprisonnement, pour les meurtres de jeunes femmes qu'il avait commis. Tout le mystère du film sera de savoir si il est en train de perdre à nouveau la raison, ou si d'autres personnes cherchent à la lui faire perdre, et dans tous les cas, qui est le tueur qui, habillé comme sa mère défunte, est en train de commettre de nouveaux meurtres. Ce film vaut par la manière dont sont tournées ses scènes, par ses acteurs, par son scénario, par sa musique même. Je n'irai pas prétendre qu'il balaye le Psychose d'Hitchcock parce que c'est tout simplement impossible, déjà c'est pas comparable, les 2 films sont séparés de 20 ans, mais en tout cas il l'égale sans conteste. Je vous ai mis un petit extrait du tout début du film, pour que vous voyez immédiatement de quoi il retourne, et on enchaîne ensuite avec le film suivant. Image. Sur la base de ces conclusions, Norman Bates est considéré comme ayant retrouvé la raison et doit être rendu à la liberté. Et les victimes de cet homme? Est-ce qu'elles n'ont rien à dire? Pouvez-vous les rendre à la vie? Madame, je vous en prie, asseyez-vous. C'est au ministère public que revient la charge de représenter la société. Votre honneur, je m'appelle Lila Loomis. Et j'ai ici une pétition signée par 743 personnes s'opposant à la libération de Norman Bates. Et dans ces signatures, celles des familles des 7 victimes de ce meurtrier. Et tout cela ne me donne pas le droit de me faire entendre. Le ministère public a-t-il précisé à Madame Loomis les limites de ses droits en cette affaire? Oui, votre honneur. Je lui ai expliqué qu'en aucun cas sa pétition ne pouvait être prise en compte. Lui avez-vous expliqué qu'un tribunal n'applique que la loi et n'a pas à connaître de motions plus ou moins personnelles? Oui, votre honneur. Madame Loomis, regagnez votre place, ou je vais être obligé de vous faire expulser par nos huissiers. Si vous avez encore quelque chose à dire, l'avocat du ministère public sera à votre disposition après l'audience. Et ça nous mènerait à quoi? Il n'est que trop évident que toutes nos lois protègent les criminels, pas leurs victimes. Félicitations, Norman. Nous passons à présent à l'affaire. Je n'ai rien à signer, c'est tout? C'est tout, l'affaire est classée. Powell contre Taylor. Le greffier, veuillez noter que le défendeur est présent avec son avocat. Ils l'ont libéré, c'est ce que j'avais prévu, je te rappelle. Vous êtes content, docteur? C'est un bel exploit de faire remettre un assassin en liberté. Madame Loomis, Norman n'a jamais été reconnu coupable de meurtre. Il a été totalement disculpé. Et puisqu'il a retrouvé la raison, il a exactement le droit de vivre sa vie. Il se remettra à tuer des innocents. Et le responsable, ce sera vous et personne d'autre. T'as raison, Lila, te laisse pas faire. Allez, film suivant, Sleepaway Camp, ou Massacre au camp d'été. Là aussi, il y aurait une montagne de choses à dire sur ce film. Alors, pour faire simple, sachez déjà qu'il a un très bon rythme. Les premiers meurtres sont commis pas très tôt et déguisés en accident, et s'échelonnent dans le temps jusqu'au grand massacre final. Donc, je crois, sinon pour l'histoire que tout est dans le titre, ça se passe dans une colonie de vacances. Nous avons pour une fois la chance que les acteurs jouant des gamins soient vraiment des gamins, et pas des types de 25 ans qui jouent des adolescents qui en ont 17. L'intrigue tourne autour de cette fille, Angela, qui a perdu toute sa famille dans un horrible accident de bateau
et qui est plutôt du genre traumatisée. D'ailleurs, elle reste muette très longtemps. Elle est accompagnée de son cousin, Ricky, qui veille sur elle comme il peut, et commence plus ou moins à se faire un amoureux du nom de Paul. Or, toutes les personnes à qui il arrive des accidents, mortels, sont justement ceux qui s'en sont pris à Angela. Reste donc à savoir qui parmi les enfants commet les crimes. Est-ce que c'est Angela elle-même ou quelqu'un qui veut la protéger? Je crois que le dénouement est un des plus intelligents et des plus sournois que j'ai jamais vu de ma vie. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que le film datant un peu, les doublages français ne sont pas fameux. Mais rien ne vous empêche de vous faire le film en VO. On se regarde un petit extrait du premier acte criminel du film, pour changer un peu, et on enchaînera ensuite avec les deux films qui nous restent sur la Saint-Valentin. A tout de suite. Alors, ça bouffe? Ah, ça y est. C'est la gueule, saloperie. Arrête tes conneries, hein, laisse-moi descendre. Dépêche, allez. Aide-moi à descendre, puis je te donnerai un bout de tarte, d'accord? Eh, mais qu'est-ce que tu fiches? T'es malade, lâche la chaise. Attends que je puisse descendre, petite saleté, je t'étripe. Ben, au secours, Ben! Ben, je t'en supplie, viens! Ben! Allez, Ben! 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 Allez, on quitte une vision d'horreur pour une autre, la Saint-Valentin, fête des amoureux. Alors, nous commençons avec le film mortel Saint-Valentin. Le petit Jeremy Melton va se retrouver en maison de correction puis en hôpital psychiatrique à cause de 5 sales gamines qui lui auront joué un mauvais tour et prétendu qu'il les avait agressées. Pour faire simple. Des années plus tard, jour de la Saint-Valentin, elles commencent à se faire assassiner les unes après les autres après avoir reçu des messages, des boîtes de chocolat et des petits cœurs, comme c'est mignon. Et le tueur n'est autre que cet individu, tout de noir vêtu et qui porte un masque d'ange ou de Cupidon, tout en passant son temps à saigner du nez. À noter la présence à l'écran de David Boreanaz, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Angel dans la série du même nom, ainsi que l'excellent agent Booth de la série Bones. Et à ses côtés l'actrice Marley Shelton, qui a également joué dans Scream 4. Voilà, donc je suis honnête, le film est quand même bâclé et assez brouillon, mais il est à regarder pour son intrigue et le dénouement de celle-ci. Nous en arrivons au 6e et dernier film, Meurtre à la Saint-Valentin. Alors en l'occurrence il s'agit du remake d'un film des années 80 ou fin des années 70. J'ai trouvé que le remake était meilleur, du point de vue de son intrigue. Bon, l'histoire est simple, notre tueur est habillé en mineur, donc méconnaissable parce qu'avec un masque à gaz, et tue les gens à coups de pioche. Encore une fois, tout se passe le jour de la Saint-Valentin. Le mystère est de savoir s'il s'agit du psychopathe Harry Warden, qui était supposé mort dans l'effondrement de la mine, mais qui aurait peut-être survécu et serait revenu des années plus tard. Ou alors de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas notamment le shérif, son adjoint, ou l'ex-petite amie de la femme du shérif, qui vient de revenir dans la ville des années après les faits, et qui est interprété par Jensen Ackles, un des deux héros de la série Supernatural. Encore une fois, je conseille le film pour son scénario, ses acteurs et son dénouement, qui n'est pas mauvais du tout. Après, encore une fois, il y a quelques aspects brouillons, et l'inconvénient de ce film-là, c'est que, comme ils l'ont sorti en 3D, ils ont accentué au maximum l'effet gore des meurtres, et c'est quand même très exagéré, et un petit peu dégueulasse par moments. J'en ai terminé à présent avec les films. On passe à notre troisième partie, beaucoup plus courte que les deux autres, que j'ai baptisée « Le pari des séries télévisées ». Parce que, depuis quelques années, certaines maisons de production ont décidé d'essayer d'adapter des slashers en série, ce qui est a priori extrêmement difficile. L'intérêt et le schéma d'un slasher voulant justement que les meurtres s'enchaînent très vite. Il est donc difficile d'étaler ça sur la durée d'une série télévisée. Juste un petit mot rapide sur deux séries que vous pouvez aller voir. Tout d'abord Harper Island et ensuite la toute récente série Scream. Alors, en ce qui concerne Harper Island, il s'agit en fait d'une mini-série, c'est-à-dire avec une seule intrigue qui tient sur une saison et après c'est fini. 13 épisodes, 25 suspects et un tueur. À vous de trouver qui. J'ai plutôt bien aimé l'intrigue.
qui se passent sur une île à l'occasion d'un mariage, le plus beau jour de leur vie. Les acteurs sont sympas, et certains personnages plutôt attachants, j'ai trouvé. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller jeter un œil à la série. Si vous accrochez pas, vous laissez tomber. Si vous accrochez et que vous tenez à savoir qui est le tueur, eh bien ma foi, vous allez jusqu'au bout des 13 épisodes. Et je termine avec une série qui est sortie cet été, la série Scream, qui s'inscrit donc en fait plus ou moins dans la continuité, entre guillemets, de la saga. Alors, ma foi, les producteurs et scénaristes se sont fait plaisir, hein. Ils ont introduit toute une galerie de personnages hétérogènes et bien clichés, l'ex-petit ami et le nouveau petit ami de l'héroïne, la bimbo, la gothique entre guillemets, le geek gamer, le professeur de littérature, j'en passe et des meilleurs. Ils ont gardé le principe du tueur masqué, qui tue avec un couteau et passe des coups de fil avant. En revanche, ils ont changé le masque. Pour info donc, la série n'est pas finie, nous aurons la suite l'année prochaine. Néanmoins, sachez que l'identité du tueur de la première saison est révélée à la fin de celle-ci. Donc vous n'aurez pas besoin de patienter 1 an pour savoir de qui il s'agissait. Et voilà, the end. J'espère que la vidéo vous aura donné un petit peu envie de regarder des slashers, si vous ne connaissez pas ça du tout. Je rappelle pour info que je suis personnellement auteur de romans policiers, que vous pouvez lire chez Chemin Vert Édition, en numérique. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser quelques commentaires. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!